Cette semaine, j'ai envie de t'aider à prendre de la hauteur, prendre la perspective par rapport à la réflexion liée à son modèle d'affaires. En fait, ce qui m'a donné envie de te parler de ce sujet-là, c'est la récente annonce de l'entreprise Beachbody de changer son modèle d'affaires, de passer du MLM, Multilevel Marketing, à un modèle d'affiliation. Et pourquoi ça m'a donné cette idée-là, c'est que je pense qu'on sous-estime la réflexion derrière le choix de notre modèle d'affaires. Fait que je vais démystifier avec toi c'est quoi un modèle d'affaires, ça comprend quoi, comment on réfléchit à ça et surtout sur quoi baser sa réflexion pour déterminer le bon modèle d'affaires selon nos besoins, nos objectifs. Donc, bonne écoute! As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante puis de l'ambition qui connaît pas de limites. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de modèle d'affaires parce que j'ai envie de réagir aussi à quelque chose qui se passe dans l'actualité entrepreneuriale et les impacts que ça a et pourquoi ça touche le choix aussi de modèle d'affaires des entreprises, la nôtre qu'on peut créer comme solopreneur ou bien celle qu'on représente si on est employé, travailleur autonome, peu importe. Il y a plusieurs modèles d'affaires. Donc, j'ai le goût de démystifier un peu ce volet-là avec toi dans cet épisode. Donc, en fait, c'est quoi finalement un modèle d'affaires pour commencer? J'ai envie de te dire, c'est comme un peu ton plan de match pour ta business. Ça repose sur plein de piliers importants. Des fois, on va confondre modèle d'affaires et offre. C'est directement lié, effectivement. Là, c'est le cœur, mais c'est encore plus large. Quand on parle de modèle d'affaires, ça touche aussi au type de marché qu'on veut rejoindre, la façon dont on veut les rejoindre, notre structure de coûts aussi par rapport à notre entreprise. Fait que c'est vraiment plus large que juste le type d'offre qu'on crée. En fait, c'est comme une stratégie qu'on déploie pour créer, offrir la valeur et ensuite comment on rejoint ces clients-là. Donc, ça englobe en fait ce qu'on propose comme valeur ajoutée par rapport à notre audience, à la communauté qu'on veut créer, si oui ou non on en crée une ou pas, une communauté, dépendamment justement de son modèle d'affaires, et les manières dont on va gérer, comme je le disais, nos dépenses, nos revenus, choisir en fait le bon modèle d'affaires. Pourquoi c'est crucial? C'est que ça va découler toutes nos actions finalement comme entrepreneurs. Donc, ça va découler comment on va s'organiser, comment on va vouloir se démarquer sur notre marché, comment on va fidéliser nos clients. Est-ce qu'on a besoin de viser la fidélisation ou au contraire, par exemple, on a un modèle d'affaires qui est one-shot deal, tu sais? Ça va engendrer en fait plusieurs décisions et actions très spécifiques. Et en fait, pourquoi on vise un modèle d'affaires qui est solide? Parce que c'est la base de notre entreprise. Et pourquoi, en fait, j'ai eu envie de te parler de ça, c'est que je trouve que comme solopreneur dans le marché ou même de l'infopreneuriat, puis même, je vais dire, élargir encore plus, souvent, on va choisir un modèle d'affaires, non pas en fonction des réels critères importants, mais plus parce qu'on a pris des formations ou des coachings qui nous ont enseigné à développer un tel type de modèle d'affaires. Et je trouve que c'est malheureux parce que des fois, on se met dans des cases qu'on ne veut pas forcément être dedans, si je peux me permettre cette syntaxe douteuse. Donc, des fois, on choisit d'aller vers, par exemple, des programmes de groupe sans même savoir si c'est vraiment un modèle d'affaires qui nous convient. Des fois, des modèles où on doit faire plein de lancements par année, alors que l'idée de faire des lancements nous dégoûte, nous terrifie, nous épuise, que c'est pas respectueux de notre énergie et de la façon dont on aime transmettre les informations et qu'on aime donner nos services, finalement, offrir la valeur.
Et je trouve ça malheureux parce que je trouve que c'est justement l'idée de... On enseigne des méthodes, parfois des recettes, mais on devrait être un petit peu plus curieux, curieuse sur toutes les possibilités. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'ai côtoyés dans les dernières années, que ce soit des clientes ou même juste des collègues virtuels, comme j'aime appeler, qui ont été vers des modèles d'affaires juste parce que les autres allaient vers ça, parce que c'est un peu trendy, si on veut, un peu à la mode, parce que des gros programmes de coaching avec des grosses cohortes enseignent ce genre de modèle d'affaires. Et donc, ça devient un peu le choix non conscient, automatique de bien des entrepreneurs. Donc, j'ai envie un petit peu peut-être d'élargir tes horizons avec cet épisode-là pour te montrer qu'il est possible de faire un paquet d'autres choses et de ne pas te limiter à ce que tu connais ou à ce qui existe, mais d'essayer de peut-être t'inspirer de d'autres industries que la tienne pour bâtir un modèle d'affaires qui te convient. Donc, je te donne des exemples, en fait, de modèles d'affaires là, en commençant, juste pour te donner une idée de ce que je veux dire par là. Il y a le modèle d'affaires de l'abonnement qui est de plus en plus commun. Des abonnements, que ça peut être des memberships, mais tu sais, pense à plusieurs logiciels qui autrefois étaient des one-shot deal. Donc, on paye une fois et on a accès, qui aujourd'hui ont changé de modèle d'affaires pour aller avec de la récurrence au niveau d'un abonnement. Donc, on paye X nombre de dollars par mois pour avoir accès à tel ou tel outil. Même chose dans le service, hein? J'ai moi-même lancé un membership, d'ailleurs, c'était pas au courant, le membership Business Synergique, qui débute, on est encore au premier balbutiement, il y a encore un tarif bêta en passant, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Et le modèle, en fait, dans le coaching, dans la formation d'abonnement, est super intéressant parce que pour le consommateur, c'est moins cher que de payer à la pièce pour tous ces contenus-là, qui sont souvent des ateliers qui seraient payants, des vidéos de formation qui feraient partie d'une plus grosse formation. Donc, pour le consommateur, pour tes clients, c'est un bon deal et pour toi, ça t'apporte une stabilité de revenus, ça t'apporte une fidélisation au niveau de ta clientèle. Mais le downside de ça, donc le désavantage, c'est qu'il y a toujours une prestation à faire. C'est pas comme tu payes une fois, puis moi j'encaisse et je m'en vais. C'est toujours un continuum de livraison, de contenu, de création. Donc ça demande vraiment un investissement en temps, en énergie qui est constant. Il y a aussi le modèle un peu de freemium qu'on a beaucoup vu, qu'on voit en fait encore beaucoup. Par exemple, c'est l'exemple de Spotify, qui est une plateforme d'écoute de contenu audio, donc de la musique, des podcasts. Et freemium, pourquoi? Parce qu'il y a le mot free et premium, en fait, ensemble. Donc, on a une partie de notre marché qui va être des clients qui profitent de notre offre gratuitement, donc ils vont l'utiliser de façon free. Et on a les abonnements qui vont être nos clients premium, dans le fond, qui vont payer un montant. Donc, il y a plusieurs modèles d'affaires comme ça. Donc, on peut l'utiliser gratuit, on peut l'utiliser payant. On va déterminer des avantages X par rapport au plan payant. Donc ça, on le voit de plus en plus. Donc, ça permet comme de fidéliser en partant, puis quand les gens sont convaincus ou quand ils veulent bénéficier de justement du bénéfice qui est payant, accessible lorsqu'on paye, ben on a de nouveaux clients à ce moment-là. Donc, ça permet aussi d'avoir des utilisateurs sans même, qui payent pour utiliser la plateforme, parler, tout ça. Donc, moi, dans mon ancienne vie, je travaillais pour une start-up en développement logiciel et c'était ça, en fait, la stratégie qu'on avait mis en place lorsque j'étais en poste. C'est d'y aller avec le modèle freemium. Donc, on avait des fonctions d'aide de logiciels. En fait, c'était pour les troubles d'apprentissage. Donc, on avait 3 fonctions d'aide sur 5 qui étaient offertes gratuitement. Et les 2 qui sont payantes, ben, ce sont les plus spécifiques, les plus spécialisées, donc qui sont en fait le plus game changer, si on veut, pour les utilisateurs. Et donc, ça, c'était les options qui étaient offertes avec la licence payante. Si je prends le modèle au niveau des services que je connais un petit peu plus personnellement, en termes de modèle d'affaires, bien, c'est sûr que si on est dans la prestation de services, faire des mandats, c'est clairement un modèle d'affaires qui est différent. Tu sais, ça ne demande pas d'avoir 1 million de clients. En fait, on ne peut pas avoir 1 million de clients parce que notre temps est limité. Et si on est dans le solopreneur prestataire de services, bien là, il faut trouver un équilibre entre, on n'a pas nécessairement besoin de créer une communauté, mais plutôt créer des clients engagés qui nous réfèrent
et qui font aller le bouche à oreille pour qu'on ait constamment des clients, des mandats à produire et donc des revenus générés. Versus un modèle, par exemple, plus de modèle d'affaires d'agence, où là, on va avoir des sous-traitants ou des employés qui vont venir créer le volume. L'effet de levier au niveau du volume va être créé justement par cette équipe-là, par le modèle d'agence. Si je prends aussi exemple par rapport à la formation, bien, est-ce qu'on est dans du 1-1, petit groupe? On est-tu dans la formation préenregistrée? Est-ce qu'on vend entre guillemets, passivement? Tout ça, ça fait partie des modèles d'affaires. Les business en ligne ont souvent des modèles et des codes très différents des business traditionnels. On a également des modèles, par exemple, de licence, comme les logiciels, de franchise, des modèles d'affaires de vente de bundles, comme vous avez vu avec le cabinet des curiosités. On pourrait bâtir un modèle d'affaires complet sur la vente d'un bundle, un peu comme Geneviève Gauvin est venue nous parler par rapport à son modèle d'affaires et de sa business dans les dernières années. 100% de ses revenus provenaient de la vente de bundles de formation. Donc ça, c'est un choix, c'est un modèle d'affaires qui requiert une façon de structurer les coûts, l'acquisition de clients, la publicité, tout ça de manière très distincte de d'autres modèles d'affaires. Il y a la vente directe, par exemple, versus les magasins. Donc, tu sais, vendre, avoir des vendeurs qui vont s'adresser directement à la clientèle et qui vont offrir les produits, un peu comme les fameux MLM, donc Multi-Level Marketing ou le marketing à paliers multiples, pardon. Puis, il y a des modèles d'affaires aussi, tu sais, par exemple, l'exemple que j'ai qui me vient en tête, c'est les imprimantes. Le modèle d'affaires des imprimantes, c'est clairement de vendre des imprimantes vraiment pas chères, donc d'avoir des marges qui sont comme beaucoup plus basses que ce qu'on pourrait avoir, mais de se rattraper sur le prix des cartouches. Vous l'avez sûrement déjà vécu, là, acheter une imprimante pas cher en spécial, et là, de se dire « Ah, j'ai fait une bonne aubaine », et après ça, de se faire avoir un peu avec le prix des cartouches. Même si, bon, je sais pas si vous savez, mais on peut remplir aussi les cartouches. Ça permet de faire des belles économies. Et là, je veux revenir sur l'exemple de vente directe parce que je t'ai dit dans l'intro que je voulais réagir à un élément qui se produit dans l'actualité présentement. Et c'est le changement de modèle d'affaires d'une entreprise qu'on connaît probablement tous et toutes, qui est l'entreprise Beachbody, qui maintenant s'appelle Body depuis les derniers mois. L'entreprise qui a connu beaucoup, beaucoup de succès depuis plusieurs années, là, je pense que ça doit faire 20 ans, 15 ans que ça existe, qui se sont d'abord fait connaître par des vidéos, des cassettes, ensuite des DVD d'entraînement, donc d'exercice. Et ils avaient le modèle d'affaires de MLM, donc des représentantes qui parlaient des produits, qui créaient beaucoup de contenu et qui aussi recrutaient de nouvelles distributrices et distributeurs. Donc ça, c'est un modèle d'affaires qui fonctionne. Et pour les nouvelles entreprises, les nouveaux marchés, c'est payant très rapidement parce que c'est alléchant. En fait, il y a des gens qui vont rechercher cette opportunité-là d'affaires, de faire beaucoup d'argent, surtout dans les nouveaux MLM. Et comme l'entreprise Body est là sur le marché depuis très, très, très longtemps, bien, l'espèce de, image de pyramide qu'on voit avec beaucoup de distributeurs qui ont sous eux d'autres distributeurs et qui sont rémunérés sur ces volumes-là que leur équipe en dessous d'eux génère, bien, ça fait que ça coûtait extrêmement cher. Et dans une économie où, justement, on est en compétition avec d'autres plateformes d'entraînement, des modèles encore plus simples, bien là, ça veut dire que la marge bénéficiaire diminue d'année en année, plus il y a de distributeurs à rémunérer sur le même nombre de ventes. Et ce qu'ils ont annoncé, bon, je sais sûrement que tu l'as déjà entendu, mais ils décident de changer leur modèle d'affaires, donc de passer du MLM au modèle d'affiliation. Donc, l'affiliation, ça aussi, c'est un modèle d'affaires. On peut faire de l'argent. Il y a des entreprises, et surtout des influenceurs, on va dire, ou des entrepreneurs qui vont baser toute leur activité, leur business sur l'affiliation. Donc, l'affiliation, c'est quoi? C'est d'avoir un lien spécifique pour partager des produits, des services, bref, une plateforme, comme dans le cas de Body, et que chaque inscription, vente générée avec ce lien-là, nous génère une commission qui est déterminée par chacune des entreprises. Donc, il y a beaucoup de logiciels dans le monde des affaires qui nous offrent d'être affiliés. Pourquoi? Parce que c'est de la pub gratuite, grosso modo, et on est récompensé finalement pour cet effort-là de publicité qu'on offre pour ces marques-là, pour ces produits. Et c'est ce que Body a décidé de faire avec leur modèle d'affaires. Donc là, ce que ça fait en sorte qu'il y a des
centaines, des milliers d'entrepreneurs qui faisaient partie de cette business-là, qui aujourd'hui ne seront plus rémunérés sur les ventes de leur équipe, mais ils vont devoir changer de modèle d'affaires, c'est-à-dire de devenir un peu plus influenceurs et de partager finalement leurs liens d'affiliés, de générer, créer des contenus autour de ça. Je t'en parle parce que le modèle d'affaires, comme je te dis, ça a un immense impact sur l'argent que tu peux générer, la façon dont tu t'organises dans ta business, quel choix stratégique tu vas faire. Et souvent, on choisit un petit peu nos modèles d'affaires avec les yeux fermés. Comme je l'ai dit en intro, des fois, c'est parce qu'on a eu un coaching d'affaires, la personne nous a dit « Hey, tu devrais aller vers telle méthode » ou « Fais comme moi ». Ça m'est arrivé récemment dans un appel découverte d'une coach qui voulait comme me montrer comme « Ben moi, j'ai fait ça, tu devrais faire ça ». Puis pour moi, ça vient mériter parce que faut prendre en compte un paquet de facteurs. Il faut prendre en compte le temps qu'on a à mettre notre business, nos réels objectifs, que ce soit financiers, mais aussi dans la gestion de notre quotidien, notre situation personnelle aussi et familiale. Donc, tu sais, une mère monoparentale va clairement viser, selon moi, un modèle d'affaires qui est beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus stable, beaucoup plus prévisible pour justement assurer une stabilité et une sécurité financière pour sa famille versus quelqu'un qui est encore aux études, qui habite chez ses parents. Je veux dire, on n'a pas la même tolérance au risque dans ces cas-là. Et c'est pour ça que c'est tous des facteurs qu'il faut prendre en compte pour choisir le bon modèle d'affaires, comme je le disais. Et là, le modèle d'affaires, c'est un concept que j'ai beaucoup déconstruit ou que je me suis beaucoup interrogée à savoir comment on peut adapter les modèles qui existent présentement pour nous aider à créer le nôtre. Dans le fond, quand on étudie en gestion, management et même marketing, un des modélisations les plus courantes qu'on voit comme template, c'est le business model Canva, qui est un institut, tu l'as peut-être déjà vu si tu as étudié là-dedans ou tu l'as peut-être déjà vu, tu sais, d'autres gens en ont peut-être parlé, mais je trouvais que c'était un modèle qui nous permettait finalement de bâtir un modèle d'affaires, mais qui était peu adaptable, je trouve, au monde du solopreneur ou de l'entrepreneur de service qui n'a pas nécessairement une giga business puis un modèle d'affaires bien compliqué. Et j'ai voulu l'adapter, ce modèle d'affaires-là, ce business model Canva, à ma sauce, en fait. Et c'est ce que j'ai fait en créant cette carte stratégique-là, que j'ai inclus dans ce nouveau produit-là que j'ai créé, qui est la voûte de carte stratégique, que j'ai, dans le fond, lancé en même temps que le cabinet des curiosités, qui est le bundle dont je te parlais, que j'ai largement parlé durant le mois de septembre. Et ça fait partie d'une des 5 cartes stratégiques que j'ai créées, adaptées à ma sauce pour aider les solopreneurs à vraiment faire les réflexions stratégiques par rapport à leur modèle d'affaires. Donc, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, je vais mettre le lien de la voûte de carte stratégique, qui est mon petit produit, qui est bien intéressant. Et pour les Européens qui vont m'écouter, ici au Québec, le mot voûte fait référence en fait à l'anglicisme vault en anglais, qui est plutôt un coffre-fort. Et je sais qu'en France, notamment, la voûte fait partie d'un terme qui est plus lié à l'architecture là, des églises et des bâtiments anciens, là, mais ça n'a juste aucun rapport. On pourrait dire le coffre-fort de carte stratégique, mais c'est juste moins beau, je trouvais. Donc là-dedans, on s'intéresse vraiment au choix de clientèle, au type de produit, le type de marché qu'on vise, la proposition de valeur, les canaux de distribution, la façon dont on prend soin de nos clients, qu'on génère nos revenus, quelles ressources on a besoin, c'est quoi les activités clés, les partenariats, et la structure de coût. Donc, tout ça, c'est des réflexions qu'on doit faire pour créer un modèle d'affaires qui nous convient vraiment. Cet outil-là, super facile à utiliser et sans même passer par, disons, un outil comme celui-là, je pense que c'est hyper important de réaliser c'est quoi les additions obligatoires. Je vais dire ça comme ça, à brûle pour point comme ça. Mais si on vise, par exemple, une entreprise d'infoproduits, j'entends souvent des clientes dire « Hey, moi, j'aimerais ça, faire des formations en ligne, vendre ça, puis vivre que de ça, tu sais, que je ne sois pas nécessairement en coaching 1 à 1 et tout ça, je suis tannée de faire ça, j'ai le goût de vendre plus mon expertise en formation. » Ce qui est un super projet, hein, en soi, c'est super louable,
Mais qu'est-ce que ça demande d'avoir un modèle d'affaires qui repose sur la vente de formation en ligne? Bon, premièrement, on parle de volume, hein? Parce qu'avec un taux de... on cherche le mot. Un taux de conversion, pardon, d'environ 1 à 3 au niveau du marché, ça te demande d'aller chercher beaucoup, beaucoup de visibilité, d'augmenter ta liste courriel drastiquement, donc de mettre vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts en amont pour créer ta communauté, créer tes outils, avoir un système en place justement de funnel, d'entonnoir de vente qu'on doit créer pour arriver à convertir tous ces gens-là qui sont intéressés par ta thématique, par ton expertise, pour qu'ensuite, ils puissent acheter ta formation puis que tu puisses en vendre suffisamment par mois pour générer le montant que tu aimerais générer avec ta business. Donc ça, sur papier, on est comme, ben oui, c'est cool, je vais vendre des formations passives, c'est génial. OK, mais fais le calcul. Combien d'argent veux-tu faire par mois et combien divisé par le prix de ta formation visée, ou peut-être qu'elle existe déjà, combien tu dois en vendre par mois. Puis pour en vendre ce montant-là, combien d'audience tu dois aller rejoindre? Combien de nouvelles personnes tu dois aller rejoindre? Donc, est-ce que ça te demande d'investir plus en publicité, en création de contenu? Probablement que oui, versus quelqu'un qui a un modèle d'affaires où il fait, par exemple, du done for you, donc de la prestation de service. Donc, le modèle d'affaires, c'est pour une même expertise. Mettons, je prends un exemple, l'expertise des sites web. Tu peux avoir une expertise très poussée sur le site web ou même le SEO et tu as plusieurs modèles d'affaires disponibles sous tes yeux et faire un choix finalement par rapport à ça. Donc, soit tu vas créer des sites web pour des clients. Donc là, généralement, un site web, je ne veux pas dire de niaiserie, mais dans les prix, il y a un peu de tout, évidemment, sur le marché. Mais mettons qu'on dit entre 2 000 6 000 $, dépendamment des fonctionnalités et tout ça. Combien ça te prend de clients par année ou par mois pour générer le modèle que tu veux, le montant que tu veux, avec ta business. Et ça te demande finalement d'aller juste chercher ce montant-là de clients. Versus, je veux vendre des formations pour faire ton propre site web. Parfait. Combien c'est logique de pouvoir en vendre? C'est quoi le marché? Il y a un marché pour tout. Il y a un marché pour des gens qui veulent apprendre à le faire, mais il y a aussi un marché pour les gens qui veulent le déléguer. Il y a un marché aussi pour du coaching, d'accompagnement. Donc, est-ce que tu veux faire du service, de la consultation? Je regarde ton site web, je te dis qu'est-ce qui cloche, on le fait ensemble. Donc, il y a plusieurs modèles d'affaires. Tu peux y aller avec un modèle hybride, faire un peu des deux. Il y a beaucoup, beaucoup de professionnels, exemple dans le site web, qui vont faire des sites web et en même temps vendre des infoproduits, des templates ou même des formations en ligne, comme je disais, pour apprendre à faire son site web. Donc, toutes ces réflexions-là, selon moi, doivent être basées sur des choix stratégiques, alignés avec ta vision, avec ce que tu as vraiment envie de créer et aussi avec tes objectifs financiers et de temps. Pour moi, ça va ensemble. Je l'ai souvent expliqué, ma business, quand j'ai commencé, je faisais des mandats clients. Donc, je faisais de la création de contenu pour des clients PME, donc rédaction d'infolettes, création de contenu pour les réseaux sociaux principalement, gestion de projet aussi, par exemple, des sites web. Et ensuite, j'ai pivoté plus vers le côté accompagnement, le côté service, et avec beaucoup dans le 1-1 en fait, et avec l'arrivée du mastermind, du membership, bien là, j'ai comme pivoté en ouvrant finalement aussi tout ce qui est l'accompagnement de groupe, chose que j'adore faire. Et en ce moment, avec le membership, ça me comble parfaitement comme type d'offre. Mais ça demande du volume. Alors, je ne te cacherai pas que moi, mon objectif pour les prochains mois, c'est de faire découvrir tout ce qui se passe dans le membership, toute la valeur de faire partie de Business Synergique, parce que c'est un modèle d'affaires qui me demande de viser en fait du volume pour plusieurs raisons, plusieurs objectifs, mais ça va me demander de faire des actions qui sont différentes de ce que je faisais auparavant. Donc, tout ça, quand on décide de créer une nouvelle offre ou de viser un nouveau marché ou de développer un autre genre de projet finalement, que ce soit collaboratif ou non, bien, ça doit venir avec la réflexion de se demander, est-ce que je dois changer de façon de promouvoir mes services? Est-ce que ça me prend des nouveaux outils, des nouvelles ressources? Est-ce que je dois investir plus, moins? Quel genre de partenariat j'ai besoin? Est-ce que ça me demande d'avoir plus d'investissement, de coûts ou moins? Tout ça, là, ça fait partie de toutes les discussions qu'on doit avoir avec soi-même,
avec un coach, un consultant. C'est le genre de réflexion que je fais justement avec mes clientes quand elles ont des nouvelles idées. OK, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? Comment on peut faire ça? Le but, c'est pas d'être rabat-joise et de mettre des bâtons dans les roues, dans les roues. Au contraire, c'est juste de t'amener finalement les angles morts et de te mettre en lumière qu'est-ce qui doit être fait ou qui pourrait être fait pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Donc ça, c'est mon rôle que j'adore faire d'ailleurs avec mes clientes en accompagnement. Donc bref, petit sujet d'épisode en lien surtout avec la réaction par rapport à ce que l'entreprise Body a fait et son changement de modèle d'affaires, parce que ça affecte des milliers de femmes au Québec seulement et même partout dans le monde. Et comme quoi, on n'est pas à l'abri de ça, comme quoi chaque entreprise doit prendre des décisions diligentes en fonction justement de la structure de coûts, de ce que ça leur demande finalement de soutenir un modèle MLM avec autant de distributrices. Ça coûte cher. Le contexte économique n'est pas évident. Donc, si on couple à ça une baisse des ventes, bien, on ne baisse pas les coûts en ayant ce genre de modèle d'affaires-là. Donc, c'est tout à fait normal et logique et même, j'ai envie de dire, mathématique comme décision. Même si ça a des impacts vraiment tragiques pour plusieurs femmes, ça nous demande finalement de nous questionner quel genre de modèle d'affaires on veut pour sa business en fonction de nos objectifs et de tout ce que je vous ai dit durant cet épisode-là. Alors, j'espère que ça t'a éveillé certaines réflexions. J'ai envie de te dire que c'est normal parfois de ne pas exactement savoir qu'est-ce qu'on devrait viser. Il y a beaucoup de tests de personnalité, d'outils comme ça qui nous permettent de mieux se connaître et de savoir vers quel genre d'offres et de modèles d'affaires on veut aller. Souvent, ça part de nous, de nos besoins, de notre envie de partager ou pas, à quelle fréquence. On est-tu plus extraverti, on aime-tu plus les challenges, on aime-tu la récurrence, on aime-tu plus la nouveauté? Qu'est-ce qui nous interpelle le plus? Et basé là-dessus, bien, on peut faire des choix qui sont beaucoup plus alignés. Alors, je réitère ce que je t'ai dit. Je vais mettre les notes les notes de l'épisode, les liens vers la voûte de carte stratégique et aussi vers le membership si tu veux découvrir qu'est-ce qui se cache dans ce beau membership-là, ce modèle d'affaires d'abonnement justement. Donc, je te souhaite une excellente semaine. Je te dis, bien évidemment, à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde! Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles. Ça me touche énormément. J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action. Si tu y as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence.